Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur, salut Rust. Salut Guigui. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Il y a eu notre cher Darren Till a mis le feu à Liverpool. Donc un combat qui a quand même déçu, on va dire, ceux qui s'attendaient à des KO et un festival en fait de striking et de coups, mais c'était hyper tactique et dans une ambiance franchement magique. C'était magique. Cette entrée sur Sweet Caroline. Bah, pour vous dire, personnellement, j'ai appris la chanson par cœur après, j'ai pas pu m'en empêcher. La même chose. T'as vu ça? Mais en fait, c'est trop prenant. Ouais, Une fois que j'ai maté le combat, j'ai été regarder. Allez-y, hein, franchement, foncez. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sweet Caroline Darren Till, il y a une vidéo de PT Sport qui en fait la qualité. Si vraiment vous êtes des baisers, vous allez aussi voir la vidéo de la foule, prise de la foule pour une autre atmosphère. Bref, il est arrivé. Il tenait l'arène dans le creux de ses mains et c'est une ambiance. En plus, il sait en jouer et c'est pour ça que ça va devenir une superstar. Ouais. C'est que quand il est chez lui, c'est un peu comme. C'est mieux qu'Anthony Joshua, tu vois, parce qu'il sait jouer avec la foule. Il commence à chanter. Alors qu'il arrive et normalement, tu sais, le mec, l'arbitre, il met la vaseline. Ouais. Et c'était une chanson populaire aussi. C'est surtout ça. Le mec s'arrête, il se retourne, il met les bras comme ça. Et il harangue la foule. Enfin, honnêtement, ce mec, c'est un Conor McGregor, tu vois. Enfin, toute proportion gardée, ça va venir. Oui. Mais c'est un futur Conor McGregor. Entièrement d'accord. Et voilà. Donc bref. Pour le combat, et ensuite pour le combat, voilà. Le combat. Est-ce que d'abord t'étais d'accord toi avec la décision? Moi, personnellement, j'étais aussi d'accord par la décision. Peut-être décision unanime, peut-être un peu surprenant, le mec qui met 49-46 aussi un peu bourré, mais sinon j'aurais aussi mis Darren Till gagnant. Effectivement, je pense que le problème surtout de tous les gens qui sont là et qui disent c'est Wonderboy, c'est surtout parce que le public est en majorité américain, donc forcément ils n'apprécient pas trop ça. Bah ça joue à mort, hein. Et non, très honnêtement, bon déjà de dire, alors bon il faut faire le tri un peu et séparer le grain du vrai, c'est déjà, c'était tellement serré que ceux qui disent que c'était clairement Wonderboy, là on a affaire à des menteurs, on a affaire à des charlatans. Moi, je mets Darren Till parce que bon, il y a eu le knockdown, ça compte, c'est un facteur, mais ça reste un détail pour le combat, mais c'est pas forcément son agressivité, parce que ça, c'est comme l'a rappelé Big John McCarthy, l'arbitre. En fait, l'agressivité, c'est pas un critère, ça ne rentre pas en compte. En revanche, le contrôle de l'octogone, c'est un critère. Et pour moi, c'est lui qui a dirigé les débats constamment, c'est lui qui coupait le ring pour aller chercher Wonderboy, c'est lui qui cassait la distance et au niveau du dommage causé, j'ai trouvé qu'il en avait fait plus et c'était un de ces combats où il y avait Thompson qui touchait plus souvent mais qui faisait moins de dommages. Et Darren Till, quand il touchait, en faisait plus. Et même, mais même par rapport aux stats, à la fin, les stats finales montrent même que Darren Till touchait plus souvent. Enfin, il y a aussi l'apport non négligeable du fameux knockdown avec le ground and pound qui a quand même pas mal boosté. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que visuellement, hormis la toute fin du combat, c'est Thompson qui touchait plus souvent. C'est Thompson qui touchait plus souvent, mais il faisait moins mal, j'ai trouvé. Il n'arrivait pas à véritablement. On n'avait pas la même impression. Ça reste une impression, c'est pas quantifiable, mais on n'avait pas la même impression de danger de la part de Wonderboy que de la part de Darren Till. Avec Darren Till, comme on voyait qu'à chaque fois on était vraiment. En plus, c'est marrant, c'est vraiment exactement le même coup que McGregor. Quand il casse la distance et il arrive avec son 1-2 en finissant avec son énorme cross gauche. Il y a des moments où ça frissonnait vraiment sévère parce que tu te rends compte qu'il est passé vraiment à ça, et c'était le cas obligé, Wonderboy Thompson. Il n'y avait pas la même impression de contrôle, il n'y avait pas la même impression de puissance, et j'ai trouvé que, voilà, que ce soit par les low kicks, par les side kicks, quand même, Stephen Thompson a été vraiment sacrément endommagé, sa jambe a été endommagée dès le premier round par les leg kicks, qui n'étaient pas vraiment des roundhouse, qui étaient plutôt des leg kicks, je ne sais plus comment ils s'appellent, la side kick, ou je ne sais plus quel est le nom scientifique exact. Voilà, j'ai trouvé que Darren Till avait fait meilleure impression pour toutes ces raisons. Donc moi je donnais la victoire à Darren Till. Oui, clairement. Et puis, mon cher Rust, le pronostic de ce fameux duo qu'on ne présente plus, hein, s'est avéré bon, malgré quand même l'ensemble du public de la sueur avec une grande majorité qui était pour une victoire
de notre cher Wonderboy, puisqu'on avait fait un sondage donc, sur notre compte Instagram, et c'était plus de 70% je crois des gens qui pensaient que Wonderboy allait gagner, alors que non. Notre cher Darren Till a bien encaissé comme on l'a dit, mais il y a forcément ce problème du weight cutting, hein, parce qu'on l'a vu, Darren Till n'a pas fait le poids et de beaucoup, puisqu'il a manqué 3,5 pounds. Il y a eu ensuite la pesée le jour même donc, du combat qui était à 100, où il devait être à, je crois, 85 kg, voilà, il a validé avec succès, mais voilà, quelle est la suite pour Darren Till? Moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit à Ariel Helwani dans The MMA Hour, où je suis chaud pour une revanche aux States. Franchement, le panache, ça c'est le panache, mesdames et messieurs. Le mec est 2e du classement et il dit, ok, on fait une revanche, je ne mérite même pas le title shot. Ouais, moi honnêtement, c'est ça qui m'a encore plus impressionné, c'est que, j'adore la mentalité de ce mec, ouais. C'est que non seulement il a dit ça par rapport à la revanche pour Wonderboy, mais il a aussi dit, après le combat en conférence de presse, il a balayé d'un revers de main alors le title shot, bientôt Woodley, en disant, ouais. De toute façon, je pense que Wonderboy le mérite plus que moi. Moi, là, je le mérite pas, hein, très honnêtement. J'ai encore quelques combats à faire. Je veux juste prouver que je suis meilleur que tout le monde. Ouais. Oh, il a dit, donnez-le à Wonderboy. Franchement, il y a vraiment un côté, tu sais, chevaleresque. Enfin, franchement, c'est vraiment hyper classe. Et on voit qu'il le weight cut. Ouais, et je voulais dire, on voit qu'il est. Ce que j'aime bien aussi avec ce gars-là, c'est que, comme tu l'as dit, il vise pas, c'est pas la ceinture. Il veut tout le monde. Le mec, il veut tout le monde. C'est le gars, à la fin, on lui fera la ceinture. Pourquoi? Pas parce qu'il sera champion, qu'il aura battu le champion, non. Parce qu'il aura terrassé toute la catégorie. Et ça, je trouve ça mais tellement stylé. Mais c'est stylé parce que c'est old school, en fait. Ouais. Il y en a tu sais, enfin, maintenant, à l'UFC, parce que MMA, en fait, il n'y a pas de championnat aussi rangé qu'à l'UFC. On voit au Bellator, ils sont en train de. Il y a un champion heavyweight, mais à un moment donné, ils font un nouveau tournament, on ne sait pas trop pourquoi, pour en élire un autre, enfin, c'est un peu chelou. Et là, pour le coup, on a à l'UFC des champions qui sont contents d'être champions. Et Woodley, tu vois, typiquement, c'est un mec qui s'est fait poncer par Rory McDonald il y a de ça quelques temps. Mais il est champion. Donc il y a un côté un peu étrange, il y a un côté un peu chelou, alors que Darren Till, c'est vraiment, tu sais, c'est une reventrée de old school. Moi, je veux. La ceinture, ça m'apporte peu, je veux juste exploser tout le monde. Ça fait du bien, c'est une bouffée d'air frais, c'est pour ça que les gens sont sur les rails derrière Darren Till. Mais voilà, le weight cut, le fameux weight cut, alors, rendons à Darren ce qui appartient à Darren. Il a eu un problème au beau milieu de sa weight cut. Alors, il faut savoir qu'il est arrivé la veille du combat, donc au moment où il commence à vraiment déglinguer les kilos en se déshydratant, un truc sévère. Il était en avance sur son programme normal, il lui restait plus que 5 livres à perdre, alors qu'il lui en reste normalement, avant de commencer le championship poids. Normalement, il en restait 6 ou 7, mais le problème, c'est qu'il a eu un appel de sa famille, parce que sa copine, sa petite amie, il y a eu une alerte, parce qu'elle est enceinte, et le bébé aurait pu être mis au monde à ce moment-là. Et il y a eu un moment un peu chelou, alors qu'il était déjà à l'article de la mort, hein, parce qu'il faut savoir que les mecs, et surtout Darren Till, à ce moment-là du weight cut, considéraient que c'est l'équivalent, et vraiment on n'en rajoute pas, hein, c'est l'équivalent de si vous étiez dans le désert, depuis, je sais pas, peut-être 3 jours sans flotte, et vous êtes vraiment en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Darren Till, il y a une vidéo qui circule sur Internet, qui est un peu exagérée, comme tu me faisais remarquer juste avant, mais où il dit à ses entraîneurs, j'ai perdu ma vision, je vois plus rien. En gros, il était vraiment en train de clamser. Il était tellement déshydraté que son corps était en train de complètement shut down. De toute façon, il faut dire aux gens, si vous voulez essayer de faire comme Darren Till, vous mettez un survêt, vous mettez un sweat par-dessus et vous mettez une doudoune, et ensuite, vous allez au sauna. Et une fois que vous êtes allé au sauna, vous allez courir un petit peu dans une salle de sport. Voilà. C'est pas une goutte de flotte, hein, c'est juste pour le fun. Oui, et vous ne buvez pas, oui, bien sûr. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est une discipline et une force de caractère qui met vraiment, il faut vraiment être ultra fort dans sa tête pour faire ce que Darren Till fait. Alors je suis d'accord, il y a des critiques à avoir envers ça. Si vraiment il fait 100 kilos dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il fait en welterweight? C'est une critique qui est recevable. Néanmoins, on tire son chapeau quand même, parce que si les gens font pas ça, c'est aussi parce qu'ils ne le peuvent pas. Et Darren Till a décidé, moi je m'en fous, j'essaye, je le fais. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de respect pour Darren Till que j'en ai pour Mackenzie Dern.
Madame Cupcake, elle n'essaye même pas. Elle a 5 kilos en trop, elle en a rien à foutre, elle va même pas, fout pas un pied au sauna. Enfin, non, ça m'énerve. C'est clair, oui, non, c'est scandaleux. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Cette vidéo-là, en plus, moi, je la trouve aussi instructive pour ça. C'est que tous les gens qui pouvaient critiquer Darren Till pour son manque de professionnalisme, une fois qu'on a vu ça, que tout ce que le mec a traversé, il y avait déjà l'excuse, en fait, l'argumentaire autour de sa copine. Là, en plus, quand on voit ça, on se dit, ok, si vous voulez qu'il fasse le poids, le mec devait juste s'arracher une jambe, quoi. Donc, ce qui était évidemment pas possible, mais maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Est-ce que le gars doit changer de catégorie ou se dire, j'arrête de peser 90 kilos? Bah voilà, soit il engage un nutritionniste qui va le suivre régulièrement et qui va lui préparer un vrai régime. Comme Rockhold. Pardon ? Comme Rockhold. Rockhold, moi je trouve que c'est le parfait exemple parce que un mec qui le suit à l'année et on voit que maintenant ça passe comme papa dans maman les weight cuts. Ouais, voilà. Alors après, il y a aussi un truc qui joue et ça il faudrait pas en parler, c'est tabou, mais Luke Rockhold est un ancien champion, Luke Rockhold est un mannequin pour... Polo Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren. Oui, excuse-moi, oui, j'ai même vu la pub avec la vague là et tout. Mais il a du... Ouais, bon, bref, là où on veut en venir, c'est qu'il a des brouettes de billets derrière lui. Donc il peut se permettre. Darren Till, il n'y a pas si longtemps, il était vraiment en train de galérer comme un porc. Et à mon avis, il n'en parle pas, mais je pense que c'est toujours le cas. Je pense pas qu'il fasse des 1000 et des 100. À mon avis, il met pas mal d'argent dans ses camps d'entraînement. Et le problème, c'est que je pense pas qu'il soit assez payé pour engager un mec comme ça à l'année. Par exemple, comme Mike Dolce qui réclame un peu des fortunes. À voir comment ça se passe. S'il engage un nutritionniste, il y a fort à parier que en perdant les 5 kilos, et vraiment là, c'est l'estimation basse, en perdant les 5 kilos de poids dans la vie de tous les jours, donc au lieu d'en peser 100, il en peserait 95, et donc forcément ça affecterait la manière dont il commence et dont il procède ses weight cuts par la suite. Ça pourrait vraiment tout changer. Après, moi personnellement, j'ai vraiment envie de lui donner le bénéfice du doute par rapport à... Parce que là, visiblement, c'était un bordel sans nom avec sa petite amie, il a été à l'hôpital, il est revenu alors qu'il était au plus fort de sa weight cut. J'ai envie de lui donner le bénéfice du doute. Donc à voir comment est-ce qu'il règle son prochain combat, d'autant plus que vu l'alerte que ça a été, physiquement je pense que là il va, je peux pas imaginer qu'il ne change pas quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'il a suffisamment encore de possibilités, de potentiel pour faire les 2-3 combats encore nécessaires pour gagner la ceinture. Mais après, il faut vraiment un combat. Attends. Je pense que là, il est à un combat déjà du title shot. D'ailleurs, tu le vois contre qui pour son prochain combat? Moi, j'hésite entre. J'aimerais bien soit Wonderboy, soit la revanche, mais en fait, ce que j'ai peur, c'est. Moi, je voudrais la revanche parce que j'aime bien Darren Till, mais ce serait tuer Wonderboy. C'est ça le problème. Ou j'aimerais bien contre Ousmane, parce que Ousmane clairement c'est le gars, j'ai beau l'aimer tu sais dans sa personnalité, mais dans la cage c'est vraiment une plaie, ça permettrait de l'écarter un peu de la course à la ceinture, et puis Darren Till de dire bon bah ok maintenant t'as poinçonné un peu ton statut de tueur de contender quoi. Ouais, je suis à 100% d'accord, et pour moi, et d'ailleurs je crois que on en discutait avec Polida. Donc là, on a les trucs qui sont alignés de la constellation. Putain, c'est vachement prétentieux ce que je viens de dire. Mais ce serait le meilleur match-up possible pour moi. Ousmane, il fait partie de ces gars qui sont invaincus en ce moment. Personne ne semble être en mesure de l'arrêter. Ouais. Donc ce serait un peu une collision course entre deux trains en pleine vitesse. Ce serait parfait parce que Ousmane va trash talker et que c'est un lutteur et que en plus la case lutteur serait cochée pour Darren Till, ce serait pas mal, ce serait bienvenu. Donc pour moi c'est le meilleur match-up possible à faire, d'autant plus qu'il n'est pas pris en fait en ce moment, donc ce serait impec. Après Ousmane, je pense qu'on peut avoir le title shot directement et voilà, mais c'est pour ça que je dis 2-3 combats, c'est que pour moi Ousmane, vraiment je pense que ça va se faire. Mais je pense qu'il faut encore un autre gros nom avant Ousmane, et ça m'énerve un peu, c'est pas que ça m'énerve, mais les gens sont en train de parler de Robbie Lawler. Là, ça me ferait un peu chier parce que là, ce serait dégommer Robbie Lawler, alors que tout le monde l'aime. Et voilà, Ousmane, je pense, et après, pourquoi pas un autre énorme nom, et là, on va pêcher du Woodley, quoi. Et puis, ce qui s'est passé aussi ce vendredi, Brandon n'est plus seul, puisqu'il y a désormais Marlon Moraes qui a, mais putain, vraiment clinique,
son head kick sur notre cher Jimmy Rivera. Un peu triste, je trouve, pour Jimmy Rivera qui est resté sur 20 victoires de suite, bilan de 21-1 et qui a tenu 33 secondes donc contre Moraes, qui a vraiment pas perdu de temps et qui devient de fait quatrième de la catégorie bantamweight, une catégorie qui est vraiment hyper excitante quand on regarde le haut du tableau. Ouais. Et autant c'est 33 secondes, mais on peut pas vraiment dire que ce soit du bol ou du truc comme ça. C'est un espèce de coup sauvage dans un échange. Là, c'est comme tu dis, c'était vraiment clinique, c'était un éclair. C'était en plus, ça ne peut pas être un hasard. Marlon Moraes qui s'entraîne chez Mark Henry s'entraîne avec Eddie Alvarez, avec Frankie Edgar, et Showtime avec Barbosa. Et Barbosa, sa spécialité, ce pourquoi il est connu dans l'univers étendu Marvel, c'est parce que c'est son switch kick du gauche, c'est une arme de destruction massive. Et je ne peux pas croire que Marlon Moraes, qui a donc mis KO Jimmy Rivera avec ce même kick, n'ait pas travaillé ça et n'ait pas eu les petits secrets de cuisson de Mamie Barbosa. C'est magique, c'est superbement exécuté. Franchement, il fallait vraiment pas cligner des yeux. Donc, par contre, je suis désolé, je vais faire redescendre le thermomètre un petit peu et je suis désolé, mais en revanche, je pense pas qu'il ait de grandes chances, Marlon Moraes, parce que sa spécialité qui est donc... pour le titre. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour au-dessus, non. Là, par contre, on est d'accord, je ne le vois pas finir champion, mais ce qui est bien, c'est que t'as un nouveau gars qui arrive, tu vois. Ouais, clairement. On a une nouvelle tête, on a un gars qu'on connaissait pas avant et qui... Avec une voix de merde. J'osais pas le dire, mais c'est terrible. On a une espèce de voix de cartoon, tu sais. Ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois... De faire 1m65, c'est vraiment terrible. Ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois, en plus, t'as le public, tu vois, qui est là. Le mec vient de sortir un énorme head kick. Tout le monde est là, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, il commence à parler et t'as tout le monde qui commence à rigoler. C'est terrible pour lui. Mais je pense aussi le fait qu'il soit brésilien, et puis tu vois, je pense aussi que en portugais ça passe beaucoup mieux que quand il parle anglais, à sa décharge. Il y a moyen, et à sa décharge, et à cela même, si jamais j'ai des coups d'œil un peu apeurés, c'est parce qu'il y a le Ragnarok qui est en train de se faire à côté là, il y a de l'orage, des éclairs, donc voilà, je suis un peu apeuré comme dans TED, ceux qui connaissent. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette voix, il y a aussi une anecdote, et ça c'est révélateur, et ça va dans le sens, ça te brosse dans le sens du poil. C'est que Fedor, qui parle russe, quand il parle russe, c'est trop stylé, il est calme, il est machin. Quand Fedor parle anglais, c'est horrible. Il perd 45 points de street crédibilité. Ça le fait pas. C'est juste super étrange, mais ça passe pas du tout, ça ne va pas. Ce mec-là, Marlon Moraes, je pense que c'est terrible pour lui, mais il faudrait qu'il prétende ne pas savoir parler anglais, en fait. Parce que très honnêtement, là, quand il commence à parler, c'est compliqué de faire du trash talk, parce que si tu tombes contre un mec qui est un peu affûté, tu sais, à la Bisping, et qui va t'envoyer des raquettes de tennis verbales, là, c'est vraiment pas le moment d'avoir un défaut de merde, comme, tu sais, une voix de Tom et Jerry. I'ma fuck you up, I'ma fuck you up. Non, c'est pas possible, c'est pas tenable. Non, c'est clair. Mais enfin bref, tout ça pour dire que là, le petit Moraes qui passe quatrième, je le verrais bien, moi, pourquoi pas, affronter Dominique Cruz pour le combat de retour de Dominique, si Dominique revient. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu la blessure, il est aussi commentateur pour l'UFC, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il revienne directement dans le bain. Ouais, ce serait parfait. Je savais même pas, c'est parce qu'il est blessé du coup qu'il combat plus Cruz. Ouais, il s'est refait une sale blessure au genou, et là il a dit, c'est sûr je reviens, mais après reste à savoir quand, parce que Cruz devait affronter à la base Jimmy Rivera, il s'était blessé, et là depuis maintenant, on attend toujours son retour. Voilà. Mais c'est terrible. Hein. C'est effectivement terrible, mais ce qui nous intéresse, c'est ce week-end, l'UFC 225. Oh putain. Il y a des chocs de tous les côtés, et on parlait de la catégorie welterweight, on va commencer par ça, parce qu'il va peut-être y avoir un mort ce samedi à Chicago, puisque Colby Covington affronte Rafael dos Anjos, donc c'est le Brésil, et plus ou moins tous les combattants UFC de la planète, contre Colby Covington, puisque Rafael dos Anjos, on lui a quand même dit, casse-lui bien la gueule. Voilà, alors faut savoir quand même que donc tout le monde, et quand tu dis les combattants de l'UFC, le Brésil est derrière, même les fans de MMA en général sont derrière. Oui, clairement. C'est quand même bon, c'est fait exprès, c'est manufacturé. Colby Covington, il s'est dit, ce qui est une stratégie business comme un autre,
pour gagner un peu plus de fric en un peu moins de temps, ce que je vais faire, c'est devenir le plus populaire possible. Mais pour ça, la seule solution qu'il a trouvée, c'est vraiment faire du trash talk, mais en mode dégueulasse. Ouais. Et dégueulasse au point où... il s'est mis tout le Brésilado en les traitant d'animaux dégueulasses, mais aussi il fait un truc, et ça devrait être... on devrait rétablir Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Il révèle les spoilers des films. Oui, et mais des films genre Avengers, enfin pas les films dont personne n'a rien à foutre. Oui, non, c'est un scandale. Donc c'est pas possible, c'est un scandale. Ce mec est scandaleux, et alors le truc c'est que du coup, ce qui fait que là il combat pour quand même le titre intérimaire, donc quand même. Sans le mériter sportivement. On est d'accord, sportivement il ne mérite pas du tout ce title shot. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est que là il fait du trash talk et c'est ça qui lui vaut cette place, parce que l'UFC prend des tickets, c'est business, mais son seul fait d'arme pour l'instant c'est d'avoir battu Demian Maia, alors que c'est une victoire qui est décisive, elle est unanime, il n'y a pas de souci, mais c'est pas une victoire éclatante non plus. Et quand t'as pas une victoire éclatante face à Demian Maia et que tu galères même debout face à Demian Maia, t'as du souci à te faire face à un mec comme Rafael Dos Anjos quand même. Et je sais pas s'il le mesure, bon évidemment que non, parce que de toute façon c'est son métier et machin, mais le réveil pourrait être super compliqué pour Covington, sachant qu'il n'a pas affronté le couloir de la mort qu'a affronté Rafael Dos Anjos. C'est pas du tout le même niveau de compétence, le même niveau de athlétique, il n'a pas affronté les mêmes calibres tout simplement. Et le réveil pourrait être rude, donc à voir comment ça se passe. Je pense que ça va être une démolition, mais le doute m'a été insinué par Polydamas, qui m'a fait remarquer que quand même Covington était gros pour la catégorie et que c'était un lutteur, et qu'il est possible, c'est fort possible qu'il réussisse à mettre au sol Rafael Dos Anjos et à faire un petit peu du lay and pray, parce que je pense pas qu'il sera capable de blesser Dos Anjos, mais à se mettre dessus, à le maintenir, à l'immobiliser et à gagner un peu salement comme ça. De toute façon, il s'en fout, il est pas là pour être populaire. Ah, mais clairement. Ça me fait un peu peur. Mais après, je pense que Dos Anjos est tellement affûté sur ses dernières sorties, j'ai vraiment beaucoup de mal en fait. Je pense qu'il n'y aura pas de fight physique comme ce qu'il y avait pu avoir sur ses dernières sorties lightweight. On l'a vu en welter, il est hyper impressionnant, et je pense que là, voilà, debout, il est à des kilomètres de Covington, et je pense qu'il a surtout taffé son sol, et qu'à mon avis il ne devrait pas y avoir énormément de soucis de ce côté-là, parce que on l'a même vu contre Demian Maia, et puis même les autres combats de Colby Covington, il n'y a pas de victoire, tu vois, éclatante. Il a beau être lourd, mais c'est pas le mec qui cause non plus énormément de dommages, tu vois. Et Dos Anjos, mine de rien, faut le maintenir au sol aussi, tu vois. Donc il faut le maintenir au sol sur 5 rounds. Oui, et sur 5 rounds. Dos Anjos, c'est vraiment, on l'avait vu même en lightweight à l'époque contre Pettis ou contre Ferguson. C'est même pas un diesel, parce qu'en fait il commence déjà très fort. Il commence très fort et en fait il va très fort tout le temps. Donc c'est un mec qui est imprenable au niveau du cardio, et il reste, ce qui est quand même un feat, parce que il a un style qui est extrêmement explosif. Et pourtant, le crédit doit être rendu à Nick Curson, je crois que c'est son préparateur physique, c'est un entraînement physique qui est super. C'est une explosivité avec des petits poids. Donc non, s'il vous plaît, faites pas la vanne carotte ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment très spécifique, et il est imprenable. Physiquement, il est imprenable. Ouais. Et je vois très mal Covington, qui donc, s'il est lourd, obligatoirement, c'est une masse qui doit se trimballer sur 5 rounds. Ça va être très compliqué dans les rounds 4 et 5, si jamais il a fait du line pray et qu'il a maintenu au sol et qu'il n'a pas fait grand chose, de vraiment pas se faire dépasser au point où il est noyé par Rafael Dos Anjos. Moi, je vois pas autre chose qu'un KO. Ce qui me fait... j'aime t'entendre dire ça, je suis entièrement d'accord avec toi. La seule chose qui me fait peur, ça m'étonnera un peu de Rafael Dos Anjos, mais tout de même, c'est qu'il y ait ce côté un peu syndrome Verdum t'as tout ton pays qui est derrière toi, tout l'UFC derrière toi, tous les fans sont derrière toi qui disent faut que tu le démolisses, faut que tu claques le KO sur Covington et qu'il rush un peu trop et qu'il se fasse prendre comme ça, tu vois. C'est ce qui me fait un peu peur, mais après, Dos Anjos, sur tous les combats qu'il y a eu, on n'a jamais vu ça. Je vois pas pourquoi il y aurait ça maintenant, surtout à son âge aujourd'hui, avec tout ce qu'il a accumulé comme expérience. Mais c'est un peu ce qui me fait peur. Et s'il se passe ça, oh putain, Covington, on va en prendre, mais pour tellement... Oh, ça va être horrible. Ouais, mais non. En fait, voilà. Je pense qu'il y a un révélateur
mais c'est l'ultime révélateur et il l'a déjà passé. On a vu José Aldo contre Conor McGregor, on le voyait dans les conférences de presse, il n'en pouvait plus, il savait pas répondre au trash talk, c'était laborieux et compliqué pour lui à gérer, et c'est ce qui lui a coûté le combat au final. Et le peu qu'on a vu du build-up avec Rafael Dos Anjos contre Conor McGregor, c'est vraiment, quand je dis que c'est le révélateur ultime, c'est le test ultime, c'est parce que tu peux pas faire plus gros, plus important en termes de risque, en termes de médiatisation, en termes de tout ce qui va avec, que quand t'es contre McGregor. Et quand il l'était, franchement, il y a vraiment pas. C'est sa personnalité. Il n'y a pas un seul moment où il a été un peu pris de vitesse par l'événement, tu sentais qu'il était paniqué. Ce mec-là, c'est sa personnalité. En fait, il en a juste, il est au-dessus de ça, vraiment, mais vraiment fondamentalement. Et je pense qu'il, tout simplement, s'il a résisté à ça contre McGregor, qui est vraiment taré, contre Covington, où on voit que c'est un jeu, on voit que c'est fake. D'ailleurs, il le disait dans la conférence de presse qu'il a fait hier. Enfin, je sais pas quand. Il s'est fake jusqu'au bout et on le voit. Donc, c'est même pas. Psychologiquement parlant, tu peux même pas prendre Covington au sérieux parce qu'en fait, si t'as un peu de bon sens, tu t'es au-dessus directement. Donc, franchement, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Entièrement d'accord. Maintenant, on va passer au reste de la carte. Bien, donc le reste de la carte, avec UFC Chicago qu'on pourrait également surnommer... J'utilise mon portable, oui. Pourquoi utilise-t-il son portable, cet enfoiré? Eh bien, c'est pour regarder toute la carte. Eh bien, UFC 225, là où le respect est définitivement mort, puisque sur la carte préliminaire de l'UFC Fight Pass, on a quand même un combat entre Joseph Benavidez et Sergio Pettis. Et oui, le numéro 1 de la catégorie flyweight, qui est sur les préliminaires des préliminaires. Il n'y a toujours pas eu de combat flyweight sur une carte principale depuis le début de l'année à l'UFC. C'est formidable. Qu'est-ce qui se passe sur cette catégorie? On la ferme directement? Qu'est-ce qu'on fait? Franchement, honnêtement, s'il n'y avait pas Demetrius Johnson, on l'aurait fermé, je pense, depuis un petit bout de temps. Oh la tristesse, putain. C'est vraiment triste, mais c'est ce que disait Dana White en fait. Déjà, ils sont un peu en froid tous les deux, mais Dana White dit, enfin, non, il l'a pas dit, je ne veux pas non plus lui mettre des mots, mais le faire parler, mais ce qui transparaît, c'est clairement que Demetrius Johnson, qui lui-même, clairement, c'est des bides à chaque fois qu'il combat, et c'est le meilleur combattant qu'on ait en ce moment, hein. Mais c'est vraiment des bides intersidéraux à chaque fois qu'il combat. Si on dépasse les 250 000 de pay-per-view, c'est monstrueux. Donc personne n'a rien à branler du champion. Dans une catégorie où les gens font 57 kilos, j'aime autant vous dire que même les gars qui après, c'est même pas la peine d'espérer les voir, quoi. Et c'est ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul aussi. Pour moi, c'est ça aussi l'immense problème aujourd'hui des flyweight, comme les bantam chez les femmes, c'est que c'est une catégorie d'une seule personne. Et également le même problème avec les featherweight. Tu vois, c'est que les bantam, à l'époque de Rousey, quand t'avais Tate, les Holly-Holm, les Kat Zingano, ou les mêmes Paige Correa, ça marchait à fond, parce qu'il y avait de l'adversité. Aujourd'hui, t'as Demetrius Johnson qui a 15 000 années-lumière de toute la concurrence, et là, voilà, on se retrouve avec un Benavidez qui a perdu deux fois contre Demetrius Johnson, dont la dernière fois sur un sale KO, Sergio Pettis qui s'est fait démonter par Cerudo sur le dernier combat. Ça n'intéresse personne. Il y a quand même Il y a quand même un petit Rashad Evans, Anthony Smith. Bon, Rashad Evans, moi, c'est terrible ce que je vais dire, et je pense qu'il a besoin un peu de l'argent aussi de l'UFC, mais ce serait bien, tu vois, ça fait partie des combattants. J'aimerais bien le voir soit prendre sa retraite, ou soit faire, tu vois, un dernier combat contre George Machida, de légende, où tu sais qu'il risque pas trop de se blesser, quoique avec Machida, rien n'est sûr, mais voilà, parce que là, t'es plus mal pour lui qu'autre chose, parce qu'il est loin de son prime et on sait pas où va sa carrière. En fait, ce qui est vraiment triste avec Rashad Evans, c'est que il a été champion quand même, faut le dire, on l'a été clairement. Ouais. C'est quand même dingue. Mais là, il est dans un espèce de marais, c'est horrible. En gros, il a essayé de changer de catégorie en passant en middleweight, ça a été un fiasco. Il remonte en light heavyweight, c'est pas beaucoup mieux. Là, j'ai pas ses statistiques, mais franchement, je serais pas étonné qu'il soit genre à 6 défaites sur ses 7 derniers combats ou un truc comme ça. C'est vraiment terrible. J'ai même du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà pris sa retraite. Je sais que c'est vraiment cruel, mais quand on en est à ce niveau-là, Chael Sonnen, par exemple, quand il est passé en light heavyweight, il a eu un certain succès. Il a commencé par battre Shogun Rua, après il s'est pris John Jones. Il a d'ailleurs, je crois qu'il a... je sais plus exactement ce qu'il a fait, mais maintenant il est en heavyweight même, et il a du succès en heavyweight au Bellator.
pour lui, ça a été vraiment une super décision de carrière de passer au-dessus. Rashad Evans, qui a fait la décision inverse, il a décidé de passer en middleweight pour essayer de rajeunir un peu sa carrière et de se relancer. Ça a été tellement un fiasco qu'en fait, maintenant, normalement, il n'a plus aucune option, en fait. Il est déjà analyste il était analyste pour la Fox. Oui, c'est ça. Ça va être compliqué à moins qu'il ait un nouveau deal. Ouais. Mais là, il ne va nulle part, quoi. C'est vraiment triste. Terrible pour lui. Et comme tu disais, ouais, donc 4 défaites consécutives. Il était revenu en 2015 après sa grosse blessure qu'il avait eue, donc défaite contre Ryan Bader, KO ensuite contre Texera. Et là, donc ces 2 derniers combats en middleweight, c'est assez triste parce que voilà, t'as eu une défaite contre Daniel Kelly. La nouvelle, encore une fois, par décision partagée contre Sam Alvey. Enfin, voilà, à partir du moment où quand t'as un combattant de prestige comme ça qui perd contre pas des nobody, mais tu vois, des combattants qui sont même pas des noms, tu te dis, à quoi bon continuer, parce qu'à part ternir son héritage et puis aussi la suite de sa vie, parce que c'est vrai que le MMA, c'est un sport à part là-dessus, à quoi bon? À quoi bon, et d'autant plus que là, franchement, c'est ce que tu dis, et juste, je voudrais mettre la virgule là-dessus, mais c'est qu'il perd contre... Lui, c'est vraiment un gros nom, Rashad Evans, quoique maintenant, seuls les fans hardcore le connaissent, parce que ça fait un peu de temps qu'il n'a pas gagné, etc. Oui, c'est vrai. Là, quand tu dis qu'il perd contre des mecs comme Dan Kelly, en plus, ce qui est encore plus triste, c'est que c'est même pas des prospects qui arrivent et qui sont ultra talentueux. Dan Kelly, c'est un judoka australien qui a genre 45 ans, quoi. Qui est arrivé sur le tard au MMA, il a peine à faire un 1-2 debout, et pourtant, il arrive à gagner contre Rashad Evans, donc... Vraiment, quand on dit qu'il n'y a pas de porte de sortie, là c'est un puzzle, il manque des pièces, quoi. Alors, on espère qu'il arrivera vite à la fin de son contrat. Il y a aussi sur les préliminaires un intéressant, enfin qui m'intéresse moi, Clay Guida contre Oliveira, qui a remplacé Brooks. Bon, bah voilà, ces combats ça compte pas beaucoup pour la catégorie pour la suite, mais ça fait plaisir à voir, tu vois, pour bien démarrer tranquillement l'UFC 225. D'autant plus que donc Clay Guida, pareil, il a eu une carrière un peu stylée. C'était le charpentier Carpenter, et il a eu une première partie de carrière où en fait il était connu pour faire que des putains de guerres, mais des trucs sanglants, des trucs où il donnait sa vie, etc. Vraiment que des combats de la nuit, etc. Et il a eu à un moment donné un revirement où il est descendu dans la catégorie d'en dessous. Et il a décidé, et c'était vraiment intéressant, il a décidé, en fait, je sais que j'ai pris tellement de dommages cérébralement dans mes combats vraiment où j'y allais, où je donnais ma vie, qu'en fait maintenant je vais combattre d'une manière totalement différente, et je vais y aller un peu au point POINTS et essayer de gérer un peu mes combats. Et en fait il s'est attiré l'ire des fans à cause de ça, c'était assez étonnant à voir, alors qu'il leur avait vraiment offert des spectacles incroyables. Il a commencé à se faire un peu trasher par les fans parce que du coup il fuyait un peu les combats, etc. Et du coup on l'a perdu de vue parce qu'il gagnait plus énormément, et là il revient en lightweight. Et je pense que revenir dans sa catégorie, et je pense que c'est ses derniers combats, je pense qu'on peut voir des feux d'artifice, donc à mon avis, t'as raison de souligner ce combat-là. Bien, on va passer donc au préliminaire. J'ai oublié le combat Mike Thiago, Dan Ige, enfin bref, des mecs que personne ne connaît, donc voilà. Ensuite, carte préliminaire, outre le Rashad Coulter, Chris de la Roja, on va passer au Ricardo Lamas, Mirza Bektic, intéressant pour la catégorie featherweight, catégorie qui se meurt depuis le départ de la superstar irlandaise. J'espère que Ricardo Lamas va bien revenir après l'énorme KO qui s'est pris par Josh Emmett, voilà. Ça va être difficile. Très honnêtement, je préférerais presque que ce soit Mirsad Bektic. Il est sur une... Il a un style qui est pour moi un peu plus intéressant, et puis... Ricardo Lamas, voilà, on a vu ce que ça a donné contre José Aldo, on a vu ce que ça... Là, il est en train de se prendre des KO, il se prend des cartons énormes comme contre Josh Emmett. Ça n'a jamais été un favori des fans, donc ça fait quand même pas mal de raisons pour lesquelles ce serait bien de mettre un peu l'accent sur des nouvelles têtes. Mirsad Bektic, même s'il s'est pris un gros KO récemment aussi, il a un palmarès qui est assez intéressant, il n'a qu'une seule défaite, et il a un style qui m'intéresse un peu plus. Entièrement d'accord avec toi, ça apporterait un peu de sang neuf, et puis une derrière, son combat contre Darren Elkins, il le dominait jusqu'à ce super KO qui était un peu un des KO de l'année, on peut le dire, de Darren Elkins, qui est trop souvent laissé pour mort et qui revient comme ça pour tout écraser, exactement, pour tout écraser sur son passage. Combat chez les strawweight ensuite entre Claudia Gadelha et Carla
Esparza, bah, j'ai l'impression que c'est quand même un peu sympa de l'UFC pour dire à Claudia Gadelha, après tous les bons et loyaux services qu'elle a rendus à l'UFC, là on lui dit allez, remets-toi un peu dans la course pour revenir un peu dans la course au contender. Ouais, et c'est une vraie contender, Claudia Gadelha. Oui, ah oui. Là, ils sont clairement... Enfin, et Carla Esparza aussi, hein. Carla Oui. Esparza, c'est la première championne de la catégorie. Mais ça peut être un bon combat pour savoir qui sera le prochain contender pour Rose Namajunas. Ouais. Et ça peut être un combat assez sympa de toute façon, parce que les deux ont un bon niveau. Clairement, l'UFC met l'emphase sur Claudia Gadelha, et pour une raison simple, c'est aussi parce qu'elle est super jolie. Non, elle est bonne. Elle est surtout bonne. Elle est plus bonne que jolie. Alors c'est un débat qu'on peut avoir. Elle est brésilienne. Elle est absolument somptueuse au niveau de ses formes. Oui, tout à fait. Moi, bon, on va pas partir, hein. Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, mais tout simplement. Donc elle est magnifique. Elle est toute en forme. Elle est voluptueuse, tout ce qu'on veut. Généreuse dans les formes, comme dans les forts. Oui, donc vas-y. Voilà. Donc l'UFC a bien compris, et donc comme c'est une contender et qu'en plus elle a l'attrait physique, ils savent que ça peut se vendre, et donc ils vont mettre l'emphase dessus, ce qui est tout à fait compréhensible. Petit prono, Gadelha, moi je vois bien Gadelha. Moi aussi, je vois Gadelha par décision, parce que c'est quand même pas évident. Ouais. Donc Gadelha qui reste quand même sur une énorme guerre contre Jessica Andrade, hein, l'un des combats de l'année dernière, si je ne m'abuse. Et le main event de cette carte préliminaire, l'UFC dans ses œuvres, donc l'UFC qui a préféré mettre le combat CM Punk Mike Jackson, donc avec un bilan cumulé de 0-2 sur la carte principale, plutôt que le combat gigantesque vraiment entre Alistair Overeem et Curtis Blaydes, donc qui est sur la carte préliminaire. Pour rappel, Alistair Overeem qui est numéro 2 de la catégorie, légende de son état, face à Curtis Blaydes, parmi les nouveaux talents de l'UFC, 25 piges je crois, et qui est numéro 4. Et qui reste sur une grosse victoire contre Mark Hunt. Donc voilà, encore une fois, l'UFC qui parie sur l'avenir. Ouais, bah, c'est compréhensible, pareil, du point de vue business, parce qu'il faut mettre quelque chose, un gros nom pour Fox Sports 1. Mais, ouais, là... alors après, ça va être vraiment intéressant. Là, pour le coup, ce combat-là, il va être vraiment super intéressant, parce que Curtis Blaydes, qui est majoritairement connu pour s'être fait, démolécularisé par Francis Ngannou. Voilà. Ce mec-là, c'est un super bon lutteur, et il est jeune, comme tu l'as souligné. Donc, ouais, comme tu dis, ça apparaît sur l'avenir. Mais là où le bas blesse, c'est que Alistair Overeem, on est souvent en avance en menton de verre, mais c'est un des combattants les plus complets que la catégorie heavyweight, c'est peut-être même le plus complet de la catégorie heavyweight. Et là où c'est intéressant, c'est que Curtis Blaydes, son fort, c'est pas du tout le stand-up. Ouais. Il pourra pas, je pense pas qu'il ait la puissance nécessaire pour mettre KO Overeem, comme l'avaient pourtant des gens qui n'étaient pas aussi bons en stand-up, mais qui étaient des monstres, comme Silva ou comme Roswell. C'est pas un énorme heavyweight, Curtis Blaydes, donc je le vois pas mettre énormément en danger debout Alistair Overeem. Et là, je suis vraiment intéressé parce que du coup, on va voir premièrement la lutte de Alistair Overeem et peut-être pourquoi pas le sol de Alistair Overeem et ou de Curtis Blaydes. Et franchement, je suis curieux de voir comment ça se passe, sachant que du coup, on va voir Overeem, je pense, dans des domaines dans lesquels on ne le voit pas normalement. Entièrement d'accord avec toi, mais je pense, moi, que le combat, c'est un peu dommage pour Curtis Blaydes, donc contre ce combat des restes laissés par Ngannou. Je pense vraiment que ça va être plutôt à l'avantage d'Alistair Overeem, parce que si Curtis Blaydes est beaucoup plus fort au sol, Overeem, on le voit, c'est rare qu'on le voit au sol, mais c'est vrai que son submission game est pas mal. Son sol est loin d'être dégueulasse, c'est juste que debout, il est vraiment outstanding, comme diraient les Britanniques. Et donc, je vois bien une victoire d'Alistair Overeem au final. Et du point de vue business, ça me fait tellement rire. Mais c'est vrai que l'UFC, ce combat-là, c'est n'importe quoi. Parce que t'as quand même sur la main card Andrei Arlovski, Tai Tuivasa. Et on a beau dire Tai Tuivasa, c'est l'avenir, mais Tai Tuivasa est australien. Et comme le combat principal, c'est Robert Whittaker, et que t'as aussi Megan Anderson qui est sur la carte principale, je pense qu'ils se cannibalisent un peu au niveau des achats de pay-per-view. Et à mon avis, Dana White en a rien à foutre d'Alistair Overeem. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Parce que t'as aucune raison, même au niveau du business, de se dire pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis, par exemple, tu vois, Arlovski, Tai Tuivasa à la place de ce combat-là.
Bah ouais, ça, à part mettre en avant Tai Tuivasa, c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, Alistair Overeem, le problème c'est que maintenant qu'il n'est plus le Uberim qu'il était en arrivant à l'UFC, où il était sur une série de 10 victoires, où il était, on peut le dire, un peu pompé au supplément. Clairement. Là, il a plus vraiment le même attrait. Certes, les connaisseurs savent que c'est un des meilleurs strikers de la catégorie, qu'il est ultra complet, que c'est une légende, etc. Mais pour le tout venant, qui est surtout donc, le gros de ceux qui achètent pay-per-view, eh ben, en fait, c'est vrai qu'il n'a plus grand chose à proposer. Il est déjà assez âgé maintenant et il se fait mettre KO assez souvent. Il a perdu contre les gros noms. Donc, non, mais je pense que tu as raison. En fait, Dana White, on a probablement rien à branler d'Overeem. Bien. Ouais. On va commencer donc avec la carte principale. CM Punk, Mike Jackson. Oh putain. Un combat qui risque d'être immonde. Personnellement, moi j'ai quand même envie qu'il y ait une victoire pour CM Punk parce qu'il m'a vraiment fait de la peine sur son premier combat. Et ce serait quand même beau pour lui, tu vois, de pouvoir atteindre son rêve et de l'emporter. J'espère juste que ce sera quand même une victoire qui sera soit par KO, soit par une soumission assez propre. Dans tous les cas, il est contre un gars qui s'appelle Mike Jackson, que vous ne connaissez sûrement pas, qui est aussi peu expérimenté que lui. C'est un combat qui est abordable, beaucoup plus abordable que contre Mickey Gall. Ça devrait normalement bien se passer. Enfin, on l'espère. Même pas sûr. L'avantage quand même dans tout ça, c'est que les deux sont tellement... Bon, c'est facile à dire, hein. Je suis pas à l'UFC clairement, mais ils sont tellement mauvais par rapport au reste du roster, en tout cas comparativement, que de toute façon, en fait, on va probablement voir un combat qui dure un peu, parce que à moins que ce soit un énorme slugfest derrière le flunch, honnêtement, ça risque de durer un peu parce que ils vont se neutraliser en fait dans leur incompétence. Et le truc, c'est qu'au moins, on pourra avoir un peu le submission game, je pense, de CM Punk, parce que, à mon avis, dans tout ça, ils vont essayer d'aller au sol pour essayer de prouver, je pense qu'ils vont prouver d'ailleurs, mais debout, ça risque de pas être super fun, donc à mon avis, ils vont tenter pour essayer de prouver qu'ils ont un jeu complet, et comme ils auront, ce sera pas un massacre en 30 secondes comme contre Mickey Gall, donc comme ça va s'étaler un peu dans le temps, je pense qu'ils auront à cœur d'essayer tout ce qu'ils peuvent essayer. En fait, je sais même pas comment vendre ce combat parce que de toute façon, c'est vraiment d'un niveau départemental, tu vois. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt, c'est juste parce que c'est CM Punk, quoi. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas grand chose à en dire. Je sais même pas, je peux même pas faire de prédiction parce que je connais même pas les deux et qu'ils se sont fait éclater tous les deux dans leur premier combat. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je mets CM Punk aussi parce que j'aimerais bien. Il est cool. Enfin, mais oui. Allez. Passons à la suite, revenons au MMA au vrai. Donc Andrei Arlovski, Tai Tuivasa, nouvelle fois cadeau de l'UFC qui jette en pâture un vétéran au menton de verre à Tai Tuivasa. Donc ce cher Tai Tuivasa qui là semble lancer vers la voie du succès à l'UFC. Voilà, et puis la voie du succès, ça passe par il faut une stepping stone, comme on dit chez les Britanniques, pareil. Il faut un gros nom que Tai Tuivasa puisse étaler en quelques minutes. Et quoi de mieux qu'Andrei Arlovski, un gars qui a tout connu, qui a tout vu et qui a pas mal pris surtout. Et qui du coup, le problème c'est que Tai Tuivasa, c'est un mec qui vient des îles Pacifiques, il est australien ou néo-zélandais, je sais plus, en tout cas un des deux. Ouais. C'est un élève de Mark Hunt, il a le menton dur comme une cabine téléphonique, il est très bon debout, explosif, rapide, il est énorme aussi, il fait 120 kg il me semble, il doit, comme Mark Hunt, tout pareil, il doit passer sous la limite des 120 kg. Je vois pas comment ça pourrait ne pas être un KO pour Tai Tuivasa, c'est probablement ce qu'espère l'UFC, c'est pour ça aussi un peu qu'ils le mettent à ce moment-là. C'est un peu l'adieu aux légendes quand même, cette carte, parce que entre Alistair Overeem et Andrei Arlovski, je pense que l'UFC espère vraiment pouvoir pousser un peu ces jeunes poulains au détriment de l'arrière-garde. Et en tout cas pour Andrei Arlovski, vraiment sans faire de trash talk, il y a 99 chances sur 100 que ce soit un énorme KO qui fise dans des vidéos highlights, quoi. Même chose de mon côté, c'est dommage pour ce très cher Arlovski. On va passer maintenant, ça y est, là on rentre dans la crème de la crème avec Holly Holm contre Megan Anderson, la demi-finale annoncée de la catégorie featherweight, puisque selon toute vraisemblance, la gagnante avec
pour l'UFC quand même un gros pari sur Megan Anderson pour que Megan Anderson affronte ensuite Chris Cyborg, histoire qu'il y ait enfin un peu de challenge. Je trouve ce combat hyper intéressant et pour moi concrètement c'est le premier combat depuis l'UFC 219 Holly Holm contre Chris Cyborg où il y a un peu d'excitation, tu vois, on se dit on sait pas vraiment qui va gagner, il y a du challenge, il y a de la qualité surtout des deux côtés et on sait pas trop où ça va aller. Complètement. Attends, juste, je suis perdu. Megan Anderson, elle a déjà combattu contre Cyborg, c'est ça? Non, jamais. C'était laquelle qui a combattu dernièrement contre Cyborg? C'était... Attends, il y a eu Holly Holm, c'était... Non, si, c'était... Kunitskaya. Ah oui, c'est ça, voilà, ok. Oui, alors dans ce cas-là, effectivement, t'as carrément raison, l'excitation est là parce que enfin, on a peut-être une potentielle contender pour Chris Cyborg, c'est Megan Anderson elle a été championne et dans la catégorie au Invicta. Donc déjà, on a des raisons d'espérer un peu. Après, c'est vrai que là, c'est le test du feu parce que même si Megan Anderson est pleine de promesses et que sa spécialité c'est aussi le striking, voilà, elle est contre Holly Holm, dont c'est aussi la spécialité et qui elle a fait ses preuves dans le game. Ouais. Ce serait le moment parfait pour Megan Anderson de briller parce que Holly Holm est quand même sur la pente descendante. Elle a perdu beaucoup de ses derniers combats, même si c'est sa spécialité. Donc là, ce serait enfin le moment, tout simplement, de propulser vers Chris Cyborg une combattante qui ne soit pas un agneau sacrificiel. Et c'est une vraie featherweight surtout. Et ça, pour moi, c'est ce qui va faire... c'est pas ce qui va faire la différence, mais c'est ce qui va beaucoup aider, je pense, et même pour le futur, éventuellement, si elle perd contre Lyon là, il y a enfin quelqu'un qui est de talent, de qualité, et qui a sa place dans cette catégorie-là, qui fait 1m83, qui a des bras hyper longs, voilà, qui peut potentiellement poser problème à Chris, j'expose tout le monde, Cyborg. Voilà. Complètement, et d'ailleurs même du point de vue vraiment sportif, ce sera intéressant de voir comment est-ce que Chris Cyborg, si ça arrive, et je pense que ça arrivera, parce que de toute façon, même si elle perd contre Holly Holm, je suis d'accord, elle va forcément trouver son chemin vers le title shot. Je vois difficilement comment ça peut être autrement, et ça va être intéressant de voir comment est-ce que Chris Cyborg, quand elle ne peut pas, et je pense pas que ce sera aussi facile quand elle ne peut pas, tu sais, intimider presque physiquement ses adversaires et les mettre contre la cage à l'envie et les manipuler comme des poupées de chiffon. Ce sera pas possible avec Anderson parce qu'elle est vraiment super physique. Ce sera vraiment intéressant. Franchement, c'est vrai que alors que je suis pas forcément excité plus que ça par les catégories féminines, mais pas parce que ce sont des catégories féminines, mais simplement parce que le niveau est moins bon. Là, franchement, je commence à avoir des petites sensations, des petits papillons dans le ventre, là. Oh. Et au niveau du pronostic, où est-ce que ça va? Petite piécette pour ma part sur... petite victoire par décision, je pense, de Megan Anderson, à mon avis. Je pense. Ouais, je pense aussi, d'autant plus que c'est en 3 rounds. Oui, c'est pour ça. Megan Anderson pourra y aller vraiment au physique et dur sur 3 rounds sans perdre trop de rythme. Je vois mal un KO quand même contre Holly Holm. Et je vois aussi une bonne grosse victoire claire, nette, sans bavure de Megan Anderson. Maintenant, on a déjà fait le point sur le co-main event. Place au main event. Quelle excitation, putain! Donc c'est la revanche entre Yoel Romero et Robert Whittaker. Robert Whittaker qui est champion undisputed de la catégorie middleweight, qui revient de blessure à la jambe causée par qui? Par Bibi, par Yoel Romero. Et donc là, qui va faire sa première défense de ceinture contre l'ogre cubain qui reste sur un KO monumental contre Luke Rockhold. Il n'avait pas fait de poids, c'est pour ça qu'il n'a pas récupéré la ceinture intérimaire, mais il a quand même gagné, d'où le title shot. Et donc là, voilà, c'est un peu la dernière chance pour notre cher Yoel Romero, puisqu'à 41 ans maintenant, une défaite, ce serait terrible pour lui, puisque pour le title shot, il devrait espérer une défaite de Robert Whittaker dans ses prochains combats. Je vois une victoire de Yoel Romero, et avec la manière. Voilà. Wow.
Moi, je vois mal Romero gagner, très honnêtement. Et franchement, mec, j'arrive pas à m'exciter pour le combat là. Je sais que c'est horrible, mais j'arrive pas. La même chose. Le combat m'a pas marqué suffisamment. Non, J'arrive pas à me mettre dedans. mais qu'est-ce que tu... Honnêtement, voilà. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce combat-là. Yoel Romero, il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire lors du premier combat, à savoir essayer de lutter comme un porc contre un mec qui a une énorme takedown defense. Et donc ensuite, il a gazé en fin de combat, et c'est ce qu'on a vu dans les stats à la fin, c'est Romero gagnait les premiers rounds, et ensuite il s'est fait dominer parce qu'il était crevé. Contre Rockhold, il a pas du tout lutté. Et là, je pense qu'il va avoir la même stratégie, à savoir arrêter de lutter pour ne pas gazer de ouf. Et ça, tu vois, je suis à peu près sûr que ça va arriver parce que t'as le précédent du premier combat, on a vu que ça n'arrivait pas. Et aussi, ce qui me fait vraiment peur, moi, c'est pour Whittaker, c'est qu'on sait que Romero, c'est un putain d'opportuniste, et que comme il sait que Whittaker revient d'une longue absence de presque un an avec sa défaite au genou, on est à peu près sûr que notre cher Romero va y aller comme un cingouin sur ce putain de genou. Et c'est ce qui me fait vraiment peur. Bah ouais, en fait, on va voir justement jusqu'à quel point Romero est un putain de gangster. Ouais. Parce que franchement, il en est capable. Hein. Ah mais oui. Il y a un mec qui est capable d'effectivement tirer le genou. Franchement, c'est à se demander s'il va pas mordre dedans, juste pour être sûr, tu vois. Ouais, bah du coup... En plus, ce qui va être vraiment grave stylé, et là je te rejoins carrément, c'est que si c'est ça le game plan de Romero, d'y aller, mais c'est balls on the wall contre Whittaker sur les premiers rounds, ce serait tellement stylé qu'il fasse un espèce de, tu sais, soit je reviens sur mon bouclier ou sous lui, tu vois, et qu'il y aille les 3 premiers rounds à fond, et si ça marche pas, bah tant pis, elle viendra ce que pourra, tu vois. Un Romero libéré et à fond au niveau striking et en mode plus rien à foutre, ça peut être une des créatures les plus flippantes que le monde du MMA n'ait jamais vu. Mais oui. Donc c'est vrai qu'il y a moyen quand même que ce soit stylé. Mais oui, parce que est-ce que toi tu le vois, c'est ce que je me dis, je le vois pas du tout lutter après ce qui s'est passé au premier combat. Le mec a vu que ça marchait pas, tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'il s'enfermerait à nouveau là-dedans, sachant qu'en plus il reste sur une victoire contre Luke Rockhold, excusez du peu, avec un énorme KO, sans avoir lutté. Donc finalement je pense que derrière lui, enfin tout son game plan et le coaching staff vont lui dire, bah écoute, tu pourras éventuellement lutter si ça ne marche pas, genre le vraiment dernier recours du dernier recours. Ouais. Bah à voir comment ça se passe. Il y a un truc qui me fait peur en revanche, c'est que s'il y va à fond au niveau striking, il a un striking qui est tellement peu orthodoxe et qui repose tellement sur des facultés athlétiques que j'ai vraiment peur que même malgré tout, en fait, il se crève comme un connard au bout de 2 rounds et qu'en fait, on ne le voit plus après, tu vois. Ou alors le pire, ce serait que justement, il essaye de faire que du striking, mais comme il sait qu'il va gazer, qu'il y aille, tu sais, un peu à la Thompson, où il donne un coup toutes les 3 heures, il tente un truc toutes les 3 heures. En fait, on sait pas vraiment ce qui va arriver, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, on sait pas vraiment ce qui va se passer. Ce qu'on sait, du côté de Whittaker, c'est qu'à mon avis, lui, il sera fidèle à lui-même. Beaucoup d'activités, essayer justement de faire en sorte de ne pas laisser respirer ce cher Romero. Mais en fait, c'est ça. C'est en fait ce qui m'embête beaucoup dans ce combat-là, c'est que Whittaker a fait le combat parfait contre lui lors du premier combat. Et Romero, là, il a grosso modo eu 1 an pour se préparer à la revanche. Et à se dire, bon bah ok, il a fait ci, il a fait ça. Je veux dire, je vois pas du tout Whittaker arriver samedi et se dire, bah ok, je vais lutter maintenant. Enfin, tu vas pas lutter contre un mec comme Romero. Il peut pas faire beaucoup de choses différentes. Et s'il se dit, je laisse respirer Romero en y allant par différentes salles d'attaque, faut surtout pas faire ça contre Romero. Ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Bah, je suis totalement d'accord et... Je suis curieux de voir à quoi ressemble, c'est vrai, un Whittaker de toute façon après tout ce temps d'attente et de latence. Ça fait beaucoup d'inconnus quand même pour un combat et en fait c'est ça qui rend ce combat vraiment intéressant, c'est que il y a autant d'inconnus extra-sportives que d'inconnus sportives et c'est ce qui fait qu'il y a un vrai scénario derrière. Franchement, pronostic final, je mets Whittaker par KO. Je le sens vachement bien et je vais te dire pourquoi, parce que Whittaker, à mon avis, personne n'en parle et il va avoir justement, revenant de 1 an d'inactivité, je pense qu'il va avoir à cœur de prouver que c'est lui le roi, même si tout le monde le sait déjà, c'est lui le roi, et de mettre, tu sais, le coup de tampon sur la carte de membre. Et à mon avis, il va sortir la grosse artillerie. Franchement, je mets un gros KO de Whittaker au 3e round.
Oh putain. Il va enterrer Romero. Franchement. Mais non. Ah ouais? Mais KO ou TKO? KO. Non. TKO. TKO, ouais. Non, tu sais, franchement, ce que je vois bien, c'est un high kick sorti de nulle part, et Romero est un peu phased, et Whittaker le termine au sol, il se relève, et il montre qui c'est le lion, tu vois. Oh putain, ah ouais. Moi, je sais pas pourquoi je me chauffe, mais là je me chauffe. Oh putain, bah moi je pense vraiment, je pense l'inverse, je pense vraiment que Romero va l'exploser au 3e round, et que ça va être sale en mode, tu vois, femme, enfant, tout le monde va se dire wow, c'est chaud. Je pense que c'est ce qui va se passer. Parce que, à mon avis, voilà, ça va être tu vois, comme on a vu aussi en fait, le combat contre Luke Rockhold m'a vraiment, impressionné de la part de Romero, dans le sens où il a vraiment fait un combat tactiquement, j'ai trouvé parfait, tu vois, en laissant vraiment venir à lui, avec sa défense aussi, tu sais, avec les coudes, pour vraiment dire, essaye de m'attaquer, tu vas te prendre mes coudes, donc ça va te faire mal au poing. Il m'a vraiment impressionné tactiquement, et c'est pour ça que je me dis, là, sur le combat contre Whittaker, qui est le premier, tu vois, finalement, à lui avoir fait découvrir, voilà l'adversité, voilà la défaite à l'UFC, il va avoir une approche complètement différente, et à mon avis, Whittaker va être un peu désarçonné là-dedans, parce qu'il va se dire, putain merde, faut que je prenne des risques, tu vois. Et faut que je prenne des risques face à un mec qui m'a blessé, et ça fait 1 an que je n'ai pas combattu à cause de ce mec-là. Et c'est vrai qu'il y a aussi, en fait, là où je te rejoins dans le sens où, en fait, ça peut être sale, c'est qu'il y a aussi un truc que fait Romero, et ça va avec sa personnalité, ça va avec ce qui fait que les gens le voient un peu de façon chelou, etc. Mais, merde. God damn shit. Let's go. Tu me vois là? Ouais, je te vois nickel. Ah merde, moi il y a marqué mauvaise connexion. Oh. Là, à la limite, si tu me vois, ouais. Si tu veux, je peux continuer mon truc. Ouais, vas-y, continue. Ouais, ce que fait du coup Romero, et qui est vraiment stylé, c'est que un peu à la manière de Alistair Overeem, je me souviendrai toujours dans un des combats, et je sais plus contre qui c'était exactement, mais c'était trop stylé. En gros, c'est Dan Hardy qui faisait l'analyse technique, et il y a un moment donné où Alistair Overeem était en grand pound. Et en gros, il était contre la cage, il avait mis le mec contre la cage qui était déjà dans une position où il était complètement cloîtré, et en fait, Overeem, contre la cage, avait chopé le mec à la gorge, et en fait, il mettait des coups par-dessous la garde en le maintenant à la gorge, tu sais, cette red choke là, et en gros, Dan Hardy, ça m'a trop marqué, avait dit, et c'est là où tu te rends compte qu'il y a certains combattants ils veulent te faire mal. Ils sont pas là pour gagner. Simplement, ils veulent, c'est des mal alpha, tu vois, ils veulent te faire comprendre que ça marchera pas, c'est pas toi qui les auras, tu vois. Et Romero, c'est exactement ça, et là, ça te fait penser à ça quand tu dis, tu sais, l'espèce de garde à la Foreman qu'il utilisait contre Rockhold. Là où c'est ultra stylé, c'est que Rockhold, il est connu prédominamment, il a mis même des knockdowns comme ça pour ses body kicks. Essaye de faire un body kick contre un mec qui avait 2 genoux à l'endroit où tu es censé frapper, et en plus c'est des genoux de lutteur cubain, enfin tu sais que ça passera pas de travers, et c'est vraiment l'esprit Romero, tu vois, c'est de mettre des barbelés et de chercher, et si tu essayes de mettre des body kicks, je vais vraiment te casser le pied, tu vois. Il y a vraiment toute une manière de réfléchir et d'aborder un game plan qui est propre à certains combattants qui sont vraiment des purs alpha, tu vois, et ça c'est vraiment stylé, et c'est vrai que pour le coup, là où je te rejoins, c'est que je suis curieux de voir quel genre de tactique il va mettre en place justement pour essayer de dominer autant psychologiquement et au niveau de la cinétique du combat et de la façon dont elle va se dérouler que juste au niveau des compétences martiales, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord, et c'est pour ça que ce combat-là promet. Donc en main event de l'UFC 225, on va passer maintenant aux questions, mon très cher Rust. Question de Tizos Parea sur Snapchat, puisque vous pouvez vous poser des questions sur Snapchat, @Snapchat, Facebook, @Facebook, @la sueur, Snapchat, @la sueur, Facebook, @la sueur, Instagram, @la sueur, Twitter, @la sueur, _ou _off. Bien évidemment, le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes et Deezer, téléchargeable gratuitement sur SoundCloud. Donc, question de Tizos Parea sur Snapchat.
Salut la team Nassur, j'espère que je peux encore poser la question. Est-ce que vous pensez qu'un combat en JSP et Khabib est possible? Aussi pensez-vous, à qui pensez-vous pour le retour de McGregor? Merci en tout cas, vos podcasts sont géniaux. Merci monsieur pour les encouragements. Alors... Bah, de toute façon, il était prévu, c'est tombé là dans les nouvelles il y a... Ouais. Que en fait, l'UFC prévoyait de faire une espèce de mini-tournoi en lightweight entre, il y avait Khabib contre Conor, je crois. Oui, c'était ça. Contre Nate Diaz. Oh là là. Et en fait, c'est tombé à l'eau, donc probablement à cause des quatre en même temps. Hein, enfin, ouais, non, mais c'est tombé à l'eau, mais on n'est pas à l'abri que c'est le même tournoi, mais avec un match-up différent. Bah donc voilà, en fait on en est là, du coup. En fait, ça répond à la question, parce que c'est ça qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils ont en tête. Ils veulent faire un espèce de mini-tournoi de superstar all-star 5 étoiles dans FIFA, tu vois. Ils sont en train d'essayer de mettre ça en place. Et bah, pour Khabib, la question c'était un pronostic ou c'était juste comment est-ce que s'organise la... comment s'organise, je pense, ouais. Bah, JSP Khabib, ça m'étonnerait quand même parce qu'en fait ça peut faire un match-up super chiant. Je sais pas si ça rentre en ligne de compte pour l'UFC, sachant que ce qui fait vendre des pay-per-view c'est surtout le build-up, etc. Mais je pense qu'un Conor contre Khabib est dynamique de la carrière des deux. Ouais. Et pour moi, ça se dirigerait plutôt vers un Conor Khabib. Je crois, d'après ce que j'ai entendu, que c'est vers ça que se dirigent aussi les officiels de l'UFC. Ouais. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on parle de Khabib contre GSP et je suis perdu. Parce que, attends, en fait, je suis perdu, mais parce que là, il y a les quatre noms qui me trottinent dans la tête, mais il y a GSP contre Nate Diaz qui a été prévu. Ouais, mais les deux n'en veulent pas. Les deux n'en veulent pas. Ouais. Bah, ni Diaz ni GSP ne veulent du combat, et GSP en plus il a dit qu'il était pas prêt pour août, parce que ça devait être l'UFC 227, ça devait être pour août. Et en fait, il y a aussi Diaz qui veut combattre avant la fin de l'été, donc il pourrait éventuellement, moi ce que je pense, histoire de mettre tout le monde d'accord, ils font la trilogie Diaz-McGregor, gagne comme ça, Diaz, tu l'enlèves définitivement de la course. Et ensuite, ils font le GSP Khabib, parce que dans tous les cas, tu vois, GSP et Khabib, c'est deux mecs qui emmerdent un peu Dana White, tu vois. Les deux, tu les fais combattre, comme ça, Dana White, il dit, dans tous les cas, le mec qui perd, si c'est Khabib, j'arrête de me prendre la tête avec un mec qui est absent à cause du Ramadan, Enfin, pour l'UFC, c'est un problème, le Ramadan, niveau business. Donc il se dit comme ça, il y a un mec qui se casse. Si GSP perd, ce qui est cool, c'est comme ça, j'aurais plus besoin de me casser les couilles avec ce mec-là, qui est un peu le seul gars que je peux pas contrôler. Donc c'est donnant, et enfin gagnant, et à la fin, t'as la finale entre McGregor et le gagnant de JSP Khabib. Parce que pour moi, le gros problème du McGregor Khabib, c'est qu'on sait tous que c'est hyper dangereux pour McGregor, et qu'il y a vraiment moyen qu'il se fasse défoncer dans le sens où toute l'aura de McGregor après un combat comme ça, tu vois, partira, parce que un McGregor Saint-Pierre, je pense que McGregor perd, mais ce sera pas une défaite humiliante, ce sera une défaite parce qu'il y a une domination technique. McGregor Khabib, il y a moyen que Khabib se dise juste je vais lui péter le bras parce que ce mec m'a manqué de respect, tu vois. Ouais, et en plus, après, je sais pas, parce que tu sais, franchement, au niveau de la logique de l'UFC, Conor McGregor, il a pas combattu en MMA depuis 2 ans. Non. Il est parti en boxe, il est parti faire ses petites affaires avec son porte-monnaie en boxe, mais en fait, l'avenir est tellement incertain avec ce mec-là, c'est même pas sûr qu'il recombatte encore. Je sais pas comment l'UFC le voit, mais je pense que si ils ont un peu de pif, tu vois, ils se disent, de toute façon, ce mec-là, il va faire, je sais pas, peut-être un combat par an maintenant, et ce sera que contre des ultra gros noms, donc autant peut-être maximiser nos chances de légitimer Khabib en mettant McGregor. De toute façon, ça fera 1,5 million de pay-per-view, et si McGregor décide de ne recombattre qu'une fois par an après, de toute façon, il fera des gros chiffres quand même. C'est peut-être gagnant-gagnant pour l'UFC, au contraire, de toute façon, s'ils font Khabib contre Conor, même si Conor perd. Peut-être. J'attends de voir, parce que là, McGregor, il a quand même l'air de se réinvestir à fond dans le MMA quand on voit ses réseaux sociaux et tout. Je me dis, tu sais, peut-être qu'il y aura une discussion avec l'UFC, parce qu'un mec comme ça, honnêtement, je pense que peu importe l'adversaire qu'il a, il pète les 2 millions pour son prochain combat. Parce que là, avec le combat contre Mayweather,
il est tellement entré dans le mainstream, le deal de l'UFC avec ESPN, on se rend pas compte, mais l'UFC en fait c'est comme si l'UFC passait sur TF1 maintenant. Donc en gros, le MMA maintenant ça devient vraiment le sport accessible à tous. Donc McGregor dans tous les cas va être vachement mis en avant. Et donc quand il va revenir, peu importe contre qui ce sera, tout le monde va être au courant que McGregor est de retour. Enfin, ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des mecs comme LeBron James, qu'il avait déjà fait un coup, enfin, qu'il y ait des gars comme LeBron, comme Michael Phelps, enfin, vraiment les superstars globales se mettent à tweeter ou à parler de ça en mode ça y est, il est de retour, genre bonne chance mon frère, ou des trucs comme ça. Et tu vois, et c'est ce qui me fait dire que l'UFC, tu vois, va se dire, comme on l'a vu dans beaucoup de décisions, ils peuvent se dire, être beaucoup moins logiques sportivement, mais se dire, bon bah ok, si le mec revient, on peut partir sur un accord de 2 combats par an, ils vont mettre le paquet sur lui, tu vois. Il y a grave moyen. En fait, ça aurait même tellement de sens. Le seul problème, c'est que si ils font ça, d'un autre côté, c'est un peu ce que fait la boxe. Ouais. Mais ça me ferait peur qu'on perde, et ça commence déjà vraiment ce qui a fait que les fans de MMA sont fiers de ce sport, c'est-à-dire vraiment il y a quelques années encore, croyez-le ou non, mais les rankings étaient vraiment respectés, il y avait une vraie hiérarchie, le champion combattait les contenders, etc. C'était pas autant dominé par les freak shows et ce qui va ramener le plus de pay-per-view, un peu, mais pas autant. Mais depuis combien de temps est-ce que, la vraie question c'est depuis combien de temps est-ce que McGregor est protégé? Parce que je suis désolé, tu gagnes pas ton title shot en battant Denis Siver par KO. Alors, attends, parce que pour ça, il faut quand même remettre, chronologiquement en fait, c'est McGregor qui avait déjà un title shot de promis, ouais. Et qui avait juste envie de rester actif, c'est et ça. Qui a dit bah les couilles, je prends n'importe qui à Boston, et il s'est trouvé qu'il y avait un Allemand qui voulait bien faire le voyage, mais à ce moment-là, c'est pas vraiment qu'il a gagné le title shot contre Siver, c'est que il l'avait déjà, et comme c'est faut quand même lui rendre, c'est un baiser McGregor, il a dit je m'en fous, je combats quand même qui que ce soit, tu vois. Mais Denis Siver, mais même le gagner avant. C'est possible. En fait, il y a un débat quand même à avoir sur la protection de McGregor ou pas, parce que finalement, franchement, quand on y réfléchit, lui, même s'il n'était pas entraîné et qu'il n'avait pas eu qu'un entraînement, lui mettre, tu sais, quand Aldo a drop out, et lui mettre Chad Mendes en, je sais plus, je crois que c'était en 5 jours notice ou un truc comme ça. Franchement, c'est pas vraiment de la protection, tu vois. Non, ça je suis d'accord, c'est pas de la protection, mais tu sais, ça fallait sauver le main event, donc t'allais pas lui mettre un mec lambda. Mais ce que je veux dire, c'est que la route vers le title shot, le fait qu'il y ait pas eu de mecs comme Cub Swanson, comme Ricardo Lamas, comme Frankie Edgar. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, moi, c'est, effectivement, le Chad Mendes, c'est là que vraiment, au niveau respect, tu vois, il le poinçonne, mais de ouf. C'est juste, avant ça, t'as pas eu, McGregor, il avait pas battu de top 5 pour valider son title shot contre José Aldo. Ce qui est quand même, pour moi, je me dis, quand on voit un mec comme Ortega ou Max Holloway, tout ce que les mecs ont dû faire pour obtenir le title shot, McGregor, il a juste eu la petite winning streak contre des mecs, certes, de qualité, mais qui sont quand même, qui sont même pas rankés, et ensuite il a eu le title shot. C'est pour ça, voilà. En fait, je suis d'accord. C'est vrai, vu sous cette lorgnette, je suis d'accord. Que je me permets. Mais bref, vraisemblablement, en tout cas, l'UFC. Qu'est-ce que t'en pensais, toi, au fait du tournoi? Je trouve que c'était une super idée. Hein. Franchement, ça fait plaisir. En fait, c'est une super idée parce que ça aurait vraiment réexcité. En fait, les gens adorent les tournois. Ça fait très Bloodsport, ça fait très à l'ancienne, mais les gens adorent les tournois parce que, comme dans Dragon Ball, tu vois, celui qui gagne, c'est celui qui a gagné, qui est meilleur qu'eux, et là tu le vois physiquement parce qu'il y a les différentes strates, qui est meilleur que tous les gens du tournoi, et il y a vraiment un côté vraiment kiffant pour les fans. Après, ce qui est un peu chelou, c'est que du coup, si le but c'était de faire Conor Khabib et GSP Nate Diaz, c'est peut-être le match-up qui a le moins de sens qui ait jamais été fait, tu vois. Ça aurait été une déculottée pour Nate Diaz. Ça aurait pas eu de sens, mais je suis d'accord que le format tournoi, franchement, ce serait kiffant. Ah, ça aurait été... le fond, ce serait vraiment kiffant. Ça aurait été magnifique. On va passer maintenant aux questions d'Otman. Dante est-il la future star de la catégorie et peut-il devenir champion? Question d'Otman. Nous y avons répondu, je crois. Merci Otman pour ta question. Et on va passer... Et juste, parce que je crois pas qu'on l'ait dit clairement, si la question est est-ce que vous pensez qu'il peut devenir champion, la réponse c'est oui à 200%. Oui, voilà. Voilà. Question d'Union Game. Alors, alors, question d'Union Game. Yes.
Alors, salut les gars, vous pouvez parler de Michael Venom Page dans votre prochain podcast. Vous pensez qu'il va passer sa carrière à faire des tornado kicks à des combattants de seconde zone s'il reste au Bellator? Et a-t-il une chance d'aller à l'UFC selon vous? PS, Khabib n'a pas mérité son titre. Oh là là. Ça tire à balles réelles, putain. Donc c'était une question sur Instagram d'Union Game. Alors, Michael Venom Page, c'est vrai que pour moi, j'ai vraiment envie qu'il affronte notre petit pote Paul Daly pour que enfin on voit de quoi il est capable et ce qu'il a dans le froc, parce que c'est un peu chiant, je suis entièrement d'accord avec lui. Certes, c'est uniquement des démonstrations, mais contre des gars qui sont soit past leur prime depuis un certain temps, ou des mecs que personne ne connaît. Et donc c'est impressionnant, ok, mais quand on a 31 pitches comme lui, qu'on est toujours invaincu, rester autour de ça, ça rime à rien à la fin. Ça n'a aucun intérêt, je suis désolé si le son est moins bon, mais j'ai plus de batterie sur mon iPhone, donc j'étais obligé de remplacer les écouteurs par la recharge, et là je galère avec mon putain de trépied. Bon bref, mais je suis d'accord en fait. Michael Venom Page, il est stylé, il fait des combats en plus en anglaise, et il est flashy, il a du charisme, etc. Mais il combat personne. Le dernier mec qu'il a combattu là, Daniel Rickels, je sais même pas comment il s'appelle. C'est vraiment, c'est pas méchamment dit, mais c'est personne. Voilà. C'est personne. Et à un moment donné, Michael Page, je crois qu'il a 3 ans. Ouais. Va vraiment falloir qu'il commence, s'il veut que sa carrière décolle. Et en fait, j'en viens à me demander si c'est vraiment ce qu'il veut. Je sais même pas s'il veut vraiment que sa carrière décolle, parce que là, il aurait déjà eu tellement de possibilités d'affronter des gros noms, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui, voilà, il s'amuse, il est là tranquille, et il ne parle jamais du titre, il s'en branle en fait. Moi, ça me déçoit un peu, parce que tu peux pas vraiment faire le mec si t'as pas combattu vraiment, tu vois, des énormes noms, et Paul Daly, il n'y a pas de secret, et ça peut se faire depuis des années, c'est juste que ça se fait pas, on sait pas trop pourquoi, probablement une histoire de promoteur, de machin. Non, surtout une histoire de, je pense, Michael Venom Page qui a peur de se faire salement démonter. Parce que, le problème contre Paul Daly, c'est qu'il affrontera un gars qui est aussi un pur striker, donc tu vois, t'aurais pas l'excuse de se dire, j'ai perdu contre un gars qui m'a mis au sol ou quoi, non. C'est juste, je me suis fait dépasser dans le secteur où je suis censé être expert. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit ça, mais là, maintenant, en fait, je suis d'accord, mais on en est à un point où on s'en fout maintenant qu'ils combattent des mecs de seconde zone. Et je suis d'accord, c'est stylé qu'ils fassent des tornado kicks, mais enfin, si tu fais ça contre ton voisin de 60 piges, tout le monde s'en branle, tu vois. À un moment donné, et là vraiment, je pense qu'on y est, tu vois. Soit tu combats Paul Daly, en plus ça ferait du buzz, ça ferait du build-up, du machin, mais maintenant, je pense que les gens s'en foutent vraiment qu'ils combattent des seconds couteaux, quoi. Là, il a plus de choix, faut qu'il s'y mette. En plus, le truc, c'est que je viens de voir une info comme quoi maintenant il voulait retourner un peu à l'anglaise. Bah, choisis l'un ou l'autre, mais personnellement, moi, j'avais déjà perdu de l'intérêt il y a bien longtemps, tu vois, mais là, ouais, moi, ça me frustre, quoi, ça n'a plus d'intérêt. Entièrement d'accord. Tout est dit sur notre ami Paul Daly et et Khabib n'a pas mérité son titre. Brr. C'est vrai que oui, bah c'est pas qu'il a pas mérité, mais pour moi, enfin la récompense pour moi c'est plutôt, tu sais, comme à la fin quand ils remettent les Oscars, tu vois, pour l'ensemble de la carrière. Je pense que c'est un peu pareil. C'est effectivement gagner le titre contre Ali Quinta, c'est clair qu'on a vu plus impressionnant, mais avec tout ce qu'il a accompli précédemment, on peut bien lui filer la ceinture là, voilà. En fait, on peut bien lui filer la ceinture, et il y a aussi un truc qui est pas juste, c'est que je comprends tout à fait la critique de lui dire qu'il ne l'a pas mérité parce qu'il n'a pas affronté McGregor, Ferguson, machin, mais il y a aussi un truc, c'est que à chaque fois, le destin a voulu que Ferguson se blesse, c'est le hasard quelque part, ou je sais pas, la mauvaise étoile qui a voulu qu'il n'a pas pu affronter les contenders à chaque fois, mais il aurait dû, donc c'est même pas de sa faute. Les gens qu'on lui met en face, il les explose à chaque fois, donc on peut faire la critique que ouais, c'est des mecs de second couteau, des B-class, etc., mais c'est même pas de sa faute en fait, c'est à chaque fois les gens qui drop out une semaine avant, etc., donc je suis d'accord avec toi en fait. À un moment donné, si jamais les combats contre les gros poissons ne se font pas, mais que c'est pas de sa faute, et qu'il éclate tout le monde, bah voilà,
voilà, c'est lui le plus qualifié pour avoir le titre, hein, quelque part. Voilà, surtout, enfin moi en fait, le délire avec le titre de Khabib, ça me fait surtout mal pour Tony Ferguson, le pauvre mec qui s'est blessé pour une opération médiatique de l'UFC, qui perd sa ceinture, tout le monde s'en bat les steaks de lui, et qui là va revenir normalement pour la fin de l'année, contre qui, sachant que voilà, ce sera retour de blessure après quelque chose d'assez grave quand même, qui a nécessité une opération, contre un mec vraisemblablement hyper talentueux. À 33-34 ans, c'est compliqué, surtout pour Ferguson, je trouve. Donc, ça va être super compliqué, d'autant plus que c'est à 33 ans, c'est après en revenant de blessure et tout ça, mais en plus, je vois pas comment, tu vois, on parlait de LeBron et du fait que revenir après une défaite pareille, ça va être compliqué psychologiquement, etc. Dans ce cas-là, là c'est un peu pareil. Franchement, moi, je sais pas comment est-ce que tu reviens dans le camp d'entraînement où tu as dépensé probablement, je sais pas, $200 000, parce qu'en plus c'est des camps d'entraînement uniquement centrés autour de lui, où il loue une maison avec plein d'entraîneurs, etc. Là, il va avoir tellement de pression, et en plus, il aura même pas les mêmes revenus parce qu'il sera plus champion. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va faire trop de pression, même pour un gars comme Tony Ferguson. La blessure, la pression médiatique, la pression financière, la pression... S'il gagne pas, déjà tout le monde s'en fout. Si en plus il gagne pas, il est perdu pour la France. Ouais. Je pense que ça va être trop... ça m'attriste, mais j'espère me tromper. Et je pense que c'est terminé pour Ferguson. Oui, entièrement d'accord. Dernière question de notre cher Théo MRC34. Hey les gars, ça va ou quoi? Je suis un gros fan de basket et vous pensez que qui va gagner les finales? Moi je dis 4-1 pour les Warriors, même si je préfère les Cavaliers. T'en penses quoi, Rust? Bah, j'en pense que moi je n'y connais pas autant que tu t'y connais, ça c'est clairement un euphémisme, mais là, franchement, de ce que tu m'as décrit avant, là, de ce que tu m'as décrit, de la situation, de ce qui s'est passé dans le match, et de la situation même de l'équipe des Cavaliers et tout ça, je sais pas comment tu peux revenir d'une merde, d'une bouillabaisse pareille comme le dernier match, là. Donc, déjà qu'au niveau de l'équipe en elle-même, c'était un peu tendu, et les gens ne la donnaient pas gagnant avant même que les finales commencent. Vu ce qui vient de se passer en plus, là, je pense que c'est terminé, quoi. Pareil, terminé. Mon pronostic avant les finales, c'était 4-0. Bah, ça ne change pas. Je pense que ça va être 4-0. Le combat a lieu ce soir, donc peut-être que le podcast, vous le verrez après. Peut-être qu'ils seront revenus à 1-1 et donc on sera complètement chié dessus. Mais pour l'instant, je reste sur un 4-0, malheureusement pour LeBron. Il est avec une bande de bras cassés et il les traîne comme des merdes. Et dans 15 ans, quand on regardera sa page Wikipédia, on se dira c'est un putain de loser. On aura oublié qu'il a amené cette bande de tocards en finale. Voilà. Bien. Bah, c'était tout pour aujourd'hui. Surtout, ne manquez pas l'UFC 225 qui s'annonce passionnant. Sauf s'il y a quelques blessures et quelques problèmes de weight cutting. Non, c'est pas ça. Mais on manquera pas de vous en informer sur la sueur. Mon cher Rust, à la prochaine. À la prochaine.